le nouveau libéralisme, il remet l'État au centre du système économique. C'est vraiment ça qui est très nouveau. Il remet l'État au centre du système économique, mais au service du marché. En fait, pas l'idée. Et donc, par exemple, quand Dominique Seux, qui dit à peu près tous les 4 matins, non mais attendez, on n'est pas dans une France libérale, l'État intervient énormément, il y a énormément de dépenses publiques. Ben, en fait, il fait un vrai contresens parce que dans la théorie néolibérale, l'État intervient énormément. Sauf qu'il n'intervient pas nécessairement pour faire de la protection sociale et du service public, mais surtout pour faire fonctionner le marché. Et donc ça, c'est Michel Foucault qui, j'étais très surprise, mais dans ses leçons au Collège de France en 79, qui voit apparaître ça et qui l'analyse. Il y a vraiment une leçon en janvier 79, je crois, où il dit euh, on voit apparaître une nouvelle philosophie économique, principe, disons, économique. Euh, et ne vous trompez pas, ça n'est pas du libéralisme. L'État va revenir en force, mais il va revenir au service du marché. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est que c'est pour ça que je suis allée collecter des données depuis la Seconde Guerre mondiale en m'interrogeant sur est-ce qu'on le voit ça dans les données. En fait, est-ce qu'on arrive à documenter cette transformation-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé par la Banque de France. La Banque de France, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé son bilan. C'est une banque comme une autre, entre guillemets, pas du tout comme une autre. Mais j'ai essayé de regarder, enfin, comme une autre, dans le sens où elle a un bilan avec un actif et un passif, mais pas du tout comme une autre, parce qu'elle elle nous est débitrice. C'est nous, ses actionnaires, et c'est nous, ses créanciers. Mais pour le dire très simplement, quand elle intervient sur le marché et qu'elle prête de l'argent à, à l'économie, ou quand elle achète des actions, elle achète des obligations, ça se voit dans son bilan. Et alors, ce qui est très surprenant, j'ai un graphique dans le livre qui explique ça, c'est que tout d'un coup, enfin, la Banque centrale, la Banque de France, si vous le ramenez au PIB, euh, pèse, les opérations de la Banque de France représentent 10% du PIB dans les années 60. Ça retombe à 1 ou 2% dans les années 70 quand on ne croit plus en l'État. Dans les années 80-90, ça redescend complètement parce qu'on est convaincu que quand même la Banque de France, surtout à partir des années 70-90, elle doit être indépendante. On met en place l'euro. Et quand intervient 2008 l'énorme cataclysme financier, là, on a besoin de l'État pour faire fonctionner le marché, parce que le marché ne fonctionne plus bien. Et quel est l'acteur qui fait fonctionner le marché financier, pour le coup? C'est la Banque centrale. Et donc, toutes les banques centrales du monde vont venir à la rescousse, notamment nous, la nôtre, la Banque de France, sous l'égide de la Banque centrale européenne. Mais en fait, la Banque de France, elle ne fait que opérer une politique qui a été coordonnée au niveau européen. Et alors là, vous voyez le bilan qui remonte, et on est à 20%. En fait, on intervient 2 fois plus dans l'économie aujourd'hui. La Banque de France, elle intervient 2 fois plus dans l'économie que au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Premier paradoxe. Énorme surprise. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je savais que la Banque de France était redevenue très active. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle en fait, cet argent-là? En fait, à 80%, elle va prêter de l'argent à l'État. Alors, l'État au Trésor, à Bercy. Donc en fait, quand l'État français fait des adjudications, c'est-à-dire va émettre de la dette sur le marché, il faut savoir que 1 euro sur 2 est acheté, depuis là quelques temps, est acheté par la Banque de France. Ça veut dire est prêté par la Banque de France. On, la Banque de France détient 20% de la dette publique française, 1 euro sur 5. Donc, paradoxe, si on veut faire semblant de ne pas comprendre que l'État néolibéral, enfin que le néolibéralisme c'est un État qui intervient beaucoup. Paradoxe pour Dominique Seux, bon, finalement la dette publique est détenue en grande partie par un acteur public.
Mais un message important de ça, c'est que pour l'instant, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de problème à s'endetter. En fait, on n'a pas de problème à s'endetter puisque on a un acteur public extrêmement crédible qui achète notre dette. C'est ce qui explique que d'ailleurs les taux d'intérêt sont très très bas, donc, que le coût de financement est très bas. Et ça peut expliquer des contradictions de Christine Lagarde qui, au tout début du Covid, on l'interroge, on lui dit alors, vous allez intervenir. C'est vraiment très, très grave là, ce qui est en train de se passer avec le Covid. Et le 12 mars, elle dit, I'm not here to close the spread. Je ne suis pas là pour réduire les écarts de taux. En gros, je ne suis pas là pour aider l'État. Je ne suis pas là pour aider les États à se financer. Les marchés financiers dégringolent et le 18, donc 6 jours après, elle revient et elle dit finalement, j'ai changé d'avis et j'interviens. Et donc, en fait, elle est la Banque de France, donc la Banque centrale européenne, mais derrière toutes les banques nationales, interviennent massivement après la crise américaine, continuent à intervenir entre-temps, mais au moment du Covid, alors là, le bazooka est encore plus important. Et elle achète massivement de la dette publique pour essayer de... Pas du tout, et elle a raison, pas du tout pour aider l'État, pas du tout pour payer des hôpitaux et des vaccins. Il se trouve que c'est un effet collatéral, mais c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de remettre de la liquidité sur les marchés. Donc, c'est vraiment de faire fonctionner les marchés financiers. Ça, c'est elle fait 80% de ça. Donc, il faut quand même, je crois que c'est un message important. On n'est pas en danger sur la dette publique. Et c'est assez. On a écrit un gros article avec un sociologue qui s'appelle Benjamin Lemoine, où on essaye d'expliquer les injonctions contradictoires qu'il y a sur cette dette publique. Bon, ça c'est le premier point. Mais après, avec 20% du reste, les 80% c'est pour l'État, et 20% du reste, elle va acheter sur les marchés financiers directement, Total, Benz, Mercedes, Volkswagen, Enedis, etc. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les actions, dans les entreprises que je viens de vous citer, il y a essentiellement des entreprises extrêmement carbonées. En fait, quand elle utilise donc 20% de son bilan, mais on parle de plusieurs milliards de... En fait, le bilan, il fait 3 000 milliards d'euros. 3 000 milliards. En fait, 20% de 3 000 milliards, c'est assez important. On n'est pas du tout dans les ordres de grandeur de dette, l'État français, vous voyez, des dépenses publiques. La dépense publique, c'est 1 400 milliards. Elle a 3 000 milliards en stock à dépenser. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait avec l'argent sur les entreprises? Jusqu'ici, jusqu'à récemment, elle ne se posait pas une seconde la question de la crise climatique et elle reproduisait un portefeuille de marché. En fait, elle essayait d'être neutre. Les investisseurs prêtent essentiellement à Total et à Benz. Je vais moi-même prêter essentiellement à Total et à Benz. Mercedes-Benz, pardon. Encore une fois, pour donner de la liquidité au marché, pour rassurer les investisseurs et leur dire ne vous inquiétez pas, je suis là, je vous donne de la... si vous n'arrivez pas à revendre vos actions ou vos obligations, moi je serai là pour les racheter. Et donc, là, énorme contradiction dans le contexte climatique. En fait, une grosse partie de l'argent public, qui n'est pas de l'argent budgétaire, hein, c'est de l'argent monétaire, c'est pas exactement la même nature, mais une grosse partie va aider des entreprises extrêmement climaticides à se financer. En fait, elle aide plus ces entreprises-là que des entreprises vertes. Ça, c'est donc la transformation, pour résumer sur la politique monétaire, pour la transformation que j'ai observée, c'est qu'effectivement, on a un État qui est revenu de façon massive à partir là des années 2008, en fait, 2008-2010. C'est documenté 2 fois plus qu'après la Seconde Guerre mondiale, mais pas du tout pour planifier, pour aider à une planification industrielle ou écologique, pas du tout. Sans aucune idée de planification, elle reproduit le marché et en faisant ça, en fait, elle aide à financer
les investissements de Total qui investit encore 80%, enfin qui consacre 80% de ses investissements aux énergies fossiles. Du côté du budget, est-ce que ça va pour l'instant? Oui. Il n'y a pas de questions sur cette partie-là? D'accord. Du côté du budgétaire, c'est un petit peu plus simple parce qu'on est plus habitué au budgétaire. J'ai fait un peu le même exercice, je suis allée regarder les impôts, les dépenses, et j'ai essayé de regarder si, là, pour le coup, le budget allait plus vers les citoyens ou plus vers les entreprises. Alors, vous pourriez me dire, mais en fait, derrière les entreprises, il y a des citoyens, bien sûr. Sauf qu'en fait, derrière des entreprises, il y a aussi des détenteurs du capital, des actionnaires, et derrière des entreprises, il y a, derrière certaines grandes entreprises, il y a aussi beaucoup d'émissions carbone. C'est ça aussi qui m'intéressait. Et puis, dans les citoyens, peut-être que ce que je voulais dire, c'était les services publics, la protection sociale, etc. Et en fait, si vous regardez, alors là, j'ai eu de la chance, j'ai eu l'aide d'un doctorant de Sciences Po Lille qui avait fait déjà un gros travail de collecte de données. Parce qu'en fait, la dépense publique, elle est complètement transparente. Vous pouvez aller la rechercher sur l'INSEE. C'est très bien fait, vraiment, très rapidement, on comprend comment c'est fait. Vous pouvez donc identifier combien on donne à l'éducation, à l'hôpital, au salaire des fonctionnaires. Vous savez qu'il y a 1400 milliards par an qui sont consacrés à ça, que dans les 1400, 600 sont consacrés à la protection sociale. Mais il y a tout un pan qui n'apparaît pas, c'est l'aide publique aux entreprises. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'aide publique aux entreprises, elle prend deux formes. Une forme sonnante et trébuchante qui est la subvention. Ça se retrouve dans le site, sur le site de l'INSEE. Mais elle aide beaucoup les entreprises en les exonérant de fiscalité et de charges sociales. Elle aide aussi les ménages. Hein. D'ailleurs, l'État. En fait, on bénéficie tous et toutes de certaines exonérations, mais il se trouve que les entreprises en bénéficient aussi, et dans des grandes largeurs. Et en fait, ce qui a révélé ce travail de collecte de données que personne n'avait jamais fait, alors oui, pardon. Je vais vous dire ce que ça a révélé, mais je vais vous dire pourquoi personne ne l'avait jamais fait. En fait, quand on exonère, quand on fait de l'exonération ou de la réduction d'impôts, ça n'est pas une dépense sonnante et trébuchante. C'est un manque à gagner. Et donc, comme c'est un manque à gagner, il n'y a aucune raison que ça soit mis dans la comptabilité. En revanche, on a de la chance, depuis 1981, on est obligé de le reporter dans les projets de loi de finances. Et donc, Ayman Abdel Salam est allé au service des archives financières et il a collecté à la main tous les projets de loi de finances depuis 1979 et il a fait ce travail de collecter tous les noms de tous les dispositifs d'exonération fiscale depuis 1979. Il se trouve que ça existe en PDF depuis 2002 et que moi j'avais fait le travail sur les PDF depuis 2002. Lui, il a fait tout le travail de collecte à la main. Mais ça m'a permis, moi, de vérifier que mes données et les siennes concordaient, que c'était quelqu'un de sérieux. Et donc, on a ce montant et ce que ça révèle, c'est que le montant des aides publiques aux entreprises a plus que doublé depuis 1979, en pourcentage du PIB, hein, pas en francs ou en euros, mais en pourcentage du PIB. Si on met tout ensemble, subventions, exonération fiscale, crédit d'impôt et exonération sociale, c'est-à-dire toutes les réductions de charges sociales, on arrive à 8,5% du PIB. Par comparaison, l'éducation, c'est 5,5%. Donc c'est gigantesque en fait, 8,5% du PIB. Alors, ce n'est pas que de la dépense, c'est aussi du manque à gagner. Mais ce qui veut dire que si on fait du manque à gagner, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut plus dépenser. Même question, à qui on les donne? En fait, vers quelles entreprises ça va?
Là, c'est un petit peu plus compliqué de répondre parce que les données existent, mais elles sont confidentielles au niveau individuel. Donc, je vais commencer à travailler dessus quand je les aurai obtenues. Là, normalement, fin d'année, début d'année, j'ai fait des choses agrégées qui sont pour le coup complètement publiques. Et ce que ça démontre pour l'instant, c'est que la moitié des subventions et crédits d'impôt depuis 1979 sont allés aux entreprises les plus polluantes. Vous divisez toute l'activité économique française en 4 paniers. Vous mettez les entreprises les plus polluantes dans le panier 4, les entreprises les moins polluantes dans le panier 1. Et bien, la moitié des subventions et crédits d'impôt sont allés dans le panier 4, vers les entreprises les plus polluantes. C'est terrible d'un point de vue citoyen, mais on comprend parce que là aussi, l'État fait plus confiance au marché et qu'en gros, il donne de l'argent là où est faite la valeur ajoutée. Mais donc la conclusion, c'est que nos impôts financent en partie des subventions à des entreprises qui sont extrêmement polluantes. Voilà, c'est le tableau un peu noir que j'ai essayé de documenter. Donc le message, vraiment les messages enfin, faciles, en tout cas à délibérer, mais moi ce que j'essaye d'avancer, c'est un État qui s'est profondément transformé, qui n'a pas du tout cessé d'intervenir, au contraire, qui intervient de façon massive, mais ce surcroît d'intervention, il va plutôt au marché, aux entreprises. Les services publics n'ont pas, la part des services publics dans le PIB n'a pas baissé. La part de l'éducation, par exemple, n'a pas baissé, elle est restée stable. En revanche, donc ce qui a surtout vraiment été parce que la dépense publique n'arrête pas d'augmenter, donc on peut pas dire, on peut se dire, mais qu'est-ce qui est fait de cet argent-là? Et il y a beaucoup de gens qui disent, on fait n'importe quoi avec l'argent public. En fait, on a continué à financer des services publics. Là, vous avez un collectif qui s'appelle Nos services publics qui vient faire un rapport hyper intéressant et qui dit la dépense est à peu près stable, le problème c'est que les besoins augmentent. Et donc c'est ça l'impression de détérioration dans les services publics, de dégradation des services publics. Premièrement, mais moi ce que j'observe dans mes données, c'est qu'il y a une grande partie aussi pour le fonctionnement de l'État qui a baissé. En fait, on a financé ces choses-là moins par la baisse, la baisse en valeur des services publics, mais que par le pur fonctionnement de l'État, les services de l'État, et par la dette. En fait, quand on n'a pas spécialement augmenté les impôts, on les a même plutôt baissés pour les entreprises. On a un peu augmenté les impôts pour les ménages. Ça, j'ai des documents qui le montrent, enfin, il y a des graphiques qui le montrent dans le livre. Donc, la TVA, l'impôt sur le revenu ont augmenté. Mais les entreprises sont de moins en moins taxées. Je le répète ou pas, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent à la radio. Les entreprises sont de moins en moins taxées. Mais comme on n'a pas levé assez d'impôts par rapport à toutes ces dépenses, on a creusé notre dette. Et donc, le pays qui a, enfin, on est surendetté, c'est hyper dangereux. Je vous ai dit en premier que d'abord la dette publique, c'était pas si dangereux, mais si on doit se retourner vers des responsables, il faut aller regarder, pas que, mais notamment les aides publiques aux entreprises. Donc derrière les aides publiques aux entreprises, il y a les fameux CICE, vous savez, Crédit Impôt Compétitivité et Emploi, CIR, Crédit Impôt Recherche. Le CICE, c'est 20 milliards par an. Le CIR, c'est plus de 7 milliards par an. Le régime mère-fille qui permet à des entreprises qui ont des filiales à l'étranger d'exonérer les impôts qui sont déclarés à l'étranger pour éviter la double imposition. Mais bon, sauf qu'ils les déclarent au Luxembourg ou en Irlande, donc en fait, ils ne payent pas d'impôts du tout. Ben, ça, c'est, pour me souvenir, une vingtaine de milliards. Et on n'a pas vraiment prouvé l'efficacité de cet argent-là. Peut-être que c'est extrêmement efficace. Toutes les études du CICE montrent que ça n'est pas extrêmement efficace. Mais surtout, on n'exige pas du tout. On n'a pas le même retour
enfin, on n'a pas la même exigence sur l'efficacité dans les services publics, l'efficacité à l'hôpital, que l'argent qui est distribué aux entreprises. Et donc, voilà, c'est ça le deuxième grand message, c'est qu'on a un État qui s'est mis au service des entreprises sans qu'on interroge vraiment. Et le troisième message, c'est que dans les deux cas, en se mettant au service des entreprises, l'État a finalement financé, enfin aide à financer des activités climaticides. Dans le sens où ça réduit le coût du capital, ça permet de faire plus d'investissements dans ces secteurs. Donc j'ai fait une tribune dans Le Monde samedi où on montre que là, on va avoir le PLF, le budget, on va nous en faire des tonnes sur le budget vert, qui représente cette année 40 milliards. Donc en fait, les aides publiques aux entreprises, c'est plus de 200 milliards. Et qu'on n'interroge pas du tout ces 200 milliards. En fait, le budget vert, il est dit vert quand il ne fait pas, quand il n'est pas défavorable. Sauf qu'en fait, les aides publiques qui vont chez Total, c'est appelé du budget neutre. On peut interroger cette méthodologie, de se dire que cet argent public qui va vers une entreprise, je dis Total, mais on peut en dire plein d'autres. Enfin, le pire, c'est la chimie. Quand on aide des projets d'investissement qui vont développer des produits toxiques avec de l'argent public, on peut s'interroger sur vraiment le caractère neutre de cette dépense en termes d'environnement. Voilà, alors j'ai des propositions sur comment est-ce qu'il faudrait faire pour changer ça. Si vous voulez, on peut passer aux questions-réponses et je peux vous donner ces propositions pendant les questions-réponses, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Si vous voulez, on peut rentrer dans un dialogue. C'était pas horrible, hein. Le temps passé, c'est passé assez vite, comme vous voulez. Est-ce que vous avez des questions sur est-ce que ça suscite des réactions? Oui. Il y avait l'équivalent dans les pays qui finalement oui. Oui, oui. Alors, vous posez exactement le dilemme, la question enfin, vous mettez en évidence le principe qui a guidé ces décisions. Tous les crédits d'impôt, toutes les aides publiques, elles ont été distribuées au nom de la compétitivité. Vous avez raison. Vous dire si les montants sont équivalents dans les autres pays, en fait, je ne peux pas parce que dans les autres pays, c'est le même problème. Comme c'est du manque à gagner, ça n'est pas dans la comptabilité. Et donc, les données n'existent pas de façon transparente comme on peut le faire, enfin, comme on l'a fait là. Il n'y a personne qui a collecté ces données pour les autres pays, en tout cas à ma connaissance. Ce qu'on voit, surtout pour répondre en deux temps, la première chose, c'est que vous avez raison, en fait, ces aides publiques, elles ont permis aux entreprises françaises d'être taxées à peu près aujourd'hui au même niveau que le reste des pays européens qui nous ressemblent. C'est d'ailleurs très impressionnant parce que si vous calculez le taux effectif des entreprises françaises, il est à peine au niveau, il est à peine au-dessus de la moyenne européenne des pays qui nous ressemblent. Je ne vous dis pas le Luxembourg. Le Luxembourg, ce n'est pas un pays qui nous ressemble, ou l'Irlande ne taxe pas leurs entreprises. Je vous parle de l'Allemagne, le Danemark, Italie, Espagne, enfin, je ne vous parle pas de la Pologne, par exemple. Mais on est à peu près on est à la moyenne, légèrement au-dessus. Sauf qu'en fait, avec ça, on finance beaucoup plus de protection sociale que nos partenaires. Enfin, il faut quand même avoir en tête qu'un Allemand, si je me souviens bien du chiffre, il a une facture 40% plus élevée quand il va à l'hôpital que nous, et de sa poche. Et au final, tout ce qui est santé, on est dans les pays les moins chers du monde. Que vous mettiez, ce que ça vous coûte
voilà, la dépense sur la santé. Donc, pardon, j'ai fait une petite digression, mais oui, c'est au nom de la compétitivité qu'on a fait cet effort-là. On peut dire qu'on peut arrêter maintenant parce qu'on est à peu près au niveau, on est légèrement au-dessus, mais moi je vous dis, on est légèrement au-dessus tout en ayant un modèle social qui est très différent, même de l'Allemagne. Ils ont mis beaucoup moins en commun au pot collectif que nous. Nous, on a décidé qu'on finançait 95% de la retraite par les contributions sociales, donc en collectif. On a décidé qu'on ne voulait pas faire du privé pour la retraite. On a décidé qu'on ne voulait pas faire du privé pour la santé. Parce que même quand vous allez dans une clinique privée, vous êtes remboursé par la sécurité sociale. Bon. Donc, la réponse à ça, c'est oui, c'était une course à la compétitivité. Est-ce que ça a eu un effet? La réponse, c'est je ne sais pas et on n'est pas vraiment capable de l'évaluer. Je ne peux pas vous dire, ah bah oui, mais on est toujours déficitaire au niveau commercial. Oui, mais si on n'avait pas fait ça, peut-être qu'on serait encore plus déficitaire. L'exercice est un peu compliqué. Mais surtout, ce que ça dit aujourd'hui, c'est que en face de la compétitivité, on a un autre objectif et un sacré objectif, c'est la transition climatique. Donc c'est en ces termes qu'il va falloir réfléchir. Évidemment qu'on ne peut pas faire semblant et qu'on ne va pas faire semblant de vivre dans un monde fermé sans aucune concurrence. Et au contraire, toutes les subventions qui sont données en ce moment partout dans le monde, c'est au nom de la transition. Sauf qu'il faut faire très attention à ces subventions, à ces aides publiques, parce que parfois, il y a parfois, il y a du greenwashing. Donc, il va falloir être très attentif en tant que citoyen, citoyenne, en se disant, est-ce que c'est finalement pas la compétitivité qui recherche plus que la transition climatique? Voilà. De la banque, qu'elle a fait rôle, c'est aussi conscient de ce que fait la Banque centrale européenne, c'est-à-dire qu'on peut faire différemment. Oui, non, bien sûr. Je vais répondre à ça, mais avant, je voudrais juste conclure sur la compétitivité, parce qu'il y a quelque chose que peut-être vous n'avez pas, enfin, sur lequel je voudrais bien juste développer. C'est que la compétitivité et la concurrence, on ne va pas faire semblant qu'on vit dans un monde fermé. On a été soumis à cette globalisation, on l'a subi ou pas. Et justement, on l'a subi ou pas. En fait, en fonction de votre travail, vous l'avez subi ou vous ne l'avez pas subi. Euh, Aujourd'hui, ce que montre notamment KG et Piketty dans leur bouquin, c'est que une grande partie de l'électorat RN, c'est des gens qui sont en ruralité, qui sont des ex-ouvriers ou des ouvriers, et qui en fait ont subi cette concurrence internationale. En fait, vous avez eu énormément de chômage lié à la concurrence chinoise, polonaise, etc. Et on a peut-être, de façon agrégée, largement bénéficié de cette concurrence internationale, c'est sûr, hein, ça coûte moins cher d'acheter des vêtements, on s'est tous enrichis, mais pas tous exactement au même niveau. Et en fait, on est même le plus pauvre des plus pauvres, probablement plus riche aujourd'hui qu'il y a 30 ans, sauf qu'en fait, ça a creusé des inégalités. Et c'est ça aussi la question qu'il faut, enfin, il faut probablement réfléchir à ça quand on parle de compétitivité. La compétitivité pour la compétitivité, il faut voir comment c'est distribué, ces choses-là. Donc, la compétitivité, c'est un bon guide, mais il faut voir, enfin, je pense qu'il faut interroger la redistribution des gains liés à cette concurrence. Alors, sur la Banque Centrale Européenne et la Banque de France, oui, alors, la Banque Centrale Européenne, finalement, c'est un cocon qui pour le dire de façon très schématique, c'est une série de réunions à Francfort, plusieurs fois par mois, où Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, ils se rend à Francfort une fois par mois, et ils prennent des décisions de politique monétaire ensemble. Donc, ce n'est pas la Banque centrale qui décide, c'est nous, de façon collégiale, qui décidons, et ensuite, on applique ce qu'on a décidé de façon collégiale. Donc, par exemple, le mois dernier, on a décidé de continuer à augmenter les taux d'intérêt. Villeroy de Galhau n'était pas d'accord. Lui, il aurait préféré les stabiliser. Et bon, comme c'est une décision collégiale, il va appliquer ça en France. Donc, vous avez raison, on ne peut pas faire n'importe quoi.
En revanche, ce qui est intéressant, c'est que la Banque centrale européenne a commencé justement à modifier un peu en fait, à décarboner son portefeuille. C'est dans les sécurités, si c'est pas fait en commun avec l'Europe, ça. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que la France a été très moteur là-dessus, et notamment Sylvie Goulard, en fait, quand elle était sous-gouverneure de la Banque de France jusqu'à il y a une petite année, elle s'entendait très bien avec Lagarde, il y avait une espèce de réseau français, et on a vraiment beaucoup poussé à la décarbonation, et on a pris des mesures assez impressionnantes qui finalement, bon, pour l'instant, elles sont impressionnantes par rapport au rien, parce qu'il ne se passe rien dans le reste, mais elles n'ont pas encore beaucoup d'effets. Et en fait, la Banque centrale européenne dit elle-même que si on va à ce rythme-là, la moitié du portefeuille sera encore carboné en 2030. Donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Moi, ce que je dis dans le livre, c'est qu'il faudrait peut-être qu'on récupère du contrôle parlementaire. Parce qu'en récupérant du contrôle parlementaire, on ne remet pas en question l'indépendance. C'est-à-dire que je ne pense pas que Bruno Le Maire soit bien placé pour dire quel taux d'intérêt il faut. Parce que c'est ça, en fait, l'indépendance de la Banque centrale. En revanche, en récupérant un contrôle parlementaire, vous faites rentrer les citoyens, citoyennes dans cette décision. Ça dépend lesquels. Oui, c'est la démocratie. Sauf que moi, je pensais que vous alliez dire ça dépend lesquels pays, parce que nous, notre système parlementaire, il fonctionne vraiment pas du tout. Mais si vous le faites en Allemagne, où il y a des systèmes d'alliance, là, vous aurez vraiment beaucoup plus de citoyens citoyennes. C'est pas une bonne solution pour nous, parce que notre Parlement ne sert à rien du tout. Mais ça peut peut-être faire changer. Donc oui, voilà. Donc du côté de la Banque centrale européenne, enfin, ce qui est heureux, c'est que ça change assez vite. En fait, ça change et on aimerait bien que ça change aussi vite du côté des trésors. Oui. Une question sur la planification. Quelle avait été la planification hier, au moins aujourd'hui, peu de planification, ça requiert un qui existait. La première, c'est de définir. La deuxième, c'est de savoir à quoi on a mis pour atteindre ce but. Les voies sont différentes. La troisième, c'est quel est le modèle d'assurer que cette planification a des chances d'être effectivement mise en œuvre. Sur le premier point, l'objectif, on parle beaucoup de la condition climatique. Moi, je parle beaucoup de la condition économique. Écologique, vous avez raison. Parce que bien sûr. On sait que notamment dans la stratégie énergétique, la France, il y a un certain là, avec beaucoup de diversité, ce qu'on peut développer totalement. Aujourd'hui, c'est ça. Quand Dany Ferry et c'est la condition climatique. Là, il y a déjà une définition, un problème sur les investissements. Si on écoute le transport, la seule chose qui reste, c'est la voiture électrique. La seule chose, c'est qu'on transforme ça ne résout rien sur. Déjà, ça résout très partiellement les choses sur la transition. Rien du tout sur la transition. Sur les efforts d'artificialisation, parce que ça entretient le modèle. Et ensuite, il y a la question du modèle extraordinaire, c'est que la France, dans une période de guerre froide, a réussi à définir la CGT qui est autour de la table dans les aujourd'hui, on a un SGPE qui ne travaille absolument pas. Il n'y a aucune dimension. On a une planification descendante, on a un semblant de planification. On n'a pas de planification. On a un truc qui s'appelle la planification. Qui n'est pas une planification, mais en tout cas qui est totalement descendante. Il n'y a aucune tentative. Et une citoyenne qui a participé là pour faire bien. Voilà. Donc j'ai l'impression
critères d'une planification véritable. Oui, alors je vous remercie. Premièrement, j'ai oublié, en général, effectivement, je dis, je vais me concentrer sur le carbone, mais mon propos vaut pour l'environnement. Et vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. Et je me fais reprendre systématiquement quand je le fais, et c'est vraiment important. Effectivement, moi, je ne vous ai parlé que de décarbonation, donc réduire les émissions de carbone pour pour atténuer le réchauffement climatique. Mais effectivement, on a d'autres dimensions, et notamment, vous avez parlé de la biodiversité, et effectivement, l'exemple de la voiture électrique et l'eau, bien sûr, non, mais et l'exemple de la voiture électrique est excellent parce que tant qu'on bétonnera les routes, on aura du mal à faire repousser les forêts. Alors, donc sur l'objectif, vous avez raison, mais bon, si on était raisonnable, l'objectif, moi, je le trouve beaucoup moins compliqué à fixer aujourd'hui que sortir de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il fallait être malin pour se dire, ah, mais c'est plutôt la sidérurgie, c'est plutôt ça. En fait, on s'est trompé sur des technologies, on s'est trompé sur des secteurs prioritaires. C'était assez compliqué de se dire, mais est-ce qu'on va vraiment être compétitif dans 30 ans si on investit là? Alors que là, franchement, l'objectif, il n'est pas si compliqué que ça. C'est on a un mur, pardon, on a un mur environnemental devant nous. On le prend dans toutes les dimensions. On a suffisamment de recherche pour savoir ces dimensions. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour moi, le premier point, il n'est pas très compliqué. Le deuxième point, il est un peu plus, mais pas tant que ça. En fait, sur le carbone, juste sur le carbone, il y a 5 grands axes. Vous voyez lesquels c'est? Où est-ce qu'il faut investir pour réduire nos émissions carbone? C'est quoi les premiers? Transport. Donc, il faut modifier nos modes de transport. Alimentation, agriculture, exactement. Le logement, voilà, il faut isoler nos logements. Il nous en manque l'industrie. Voilà, bien sûr, l'industrie qui est responsable de 20% des émissions carbone. Je crois que j'en avais 5 et je ne sais plus lequel c'est, mais bon, disons que voilà. Enfin, en gros, il y a 4 ou 5 grands axes. Et à l'intérieur de ces axes, comme on est dans une démocratie, et je vais revenir au troisième point, on peut délibérer sur quelles sont les priorités de ces axes, etc. Mais bon, on ne va pas se mentir, enfin, on ne va pas couper les cheveux en 4. Sur les transports, c'est le lobby des automobiles qui nous dit qu'il faut faire de la voiture électrique, mais si on s'écoute vraiment, on sait très bien qu'il faut faire des transports publics. Qu'il y a des gens en ruralité qui ne pourront pas se passer de leur voiture, et cela, il faut les respecter, et donc éventuellement faire de la voiture électrique ou plus de transport public pour eux. Moi, je n'ai pas la solution, mais franchement, les solutions existent. En fait, si vous mettez des gens à peu près informés autour de la table, et c'est ce qui a été fait avec la Convention citoyenne, en réalité, pour moi, les solutions existent. Et ce deuxième point, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, quand on distribue de l'argent public, on le distribue sans regarder les émissions carbone. En fait, ce qu'il faudrait faire, il me semble, c'est pas si tu émets, je ne te prête plus, parce qu'en fait, malheureusement, notre économie est plutôt basée sur des grosses émissions carbone, c'est plutôt si tu ne fais pas d'efforts pour décarboner, alors je ne te prête plus. Donc, total, tu investis encore, 80% des investissements sont encore dans les énergies fossiles, je ne te donne plus d'argent. En revanche, tu décides d'arrêter tes industries fossiles, tes énergies fossiles, et tu peux me montrer, et ça on a les données, que tes efforts d'investissement ont permis une variation, une décroissance des émissions carbone de 15% par an depuis 3 ans, je continue à te donner parce que je veux bien t'aider à te décarboner. Mais en fait, vous voyez la grande différence, et pour l'instant, c'est pas trop, enfin, c'est même pas du tout discuté, mais c'est vraiment mettre de la conditionnalité. Et la raison pour laquelle vous dites, donc troisième point, démocratie, il n'y a pas de planification, ça va ensemble.
En fait, ce que j'ai essayé de montrer dans le bouquin, c'est que c'est le marché qui prévaut. En fait, et derrière le marché, la logique de profit. Bon, il se trouve que la logique de profit, moi je ne suis pas marxiste ou mélanchoniste, hein, c'est juste. Alors, enfin, si vous regardez, j'ai un peu contribué au programme de FI à un moment, à la dernière campagne, tout simplement parce que c'était ceux qui travaillaient. Mais juste, je suis pas. Enfin, je voulais juste appuyer là-dessus. Je suis juste arrivée de façon un peu rationnelle à la conclusion que si on veut régler le problème climatique, il va falloir remettre en question cette logique de profit. Parce qu'en fait, la logique de profit, elle est souvent en contradiction avec le climatique. On peut probablement réussir à trouver des solutions intermédiaires, mais à un moment, j'en suis arrivée là pour vous dire, il faut mettre des conditionnalités. Et on n'a plus mis de conditionnalités parce qu'on a fait plus confiance à la logique de marché, à la logique de profit, que à d'autres logiques. Et donc, ça m'amène à la démocratie. Les néolibéraux, ils n'aiment pas trop la démocratie. Parce qu'en fait, trop de délibération, ça vous amène à... en fait, vous remettez l'État au centre de l'économie, mais si vous remettez l'État au centre de l'économie et que vous dites aux citoyens qu'est-ce que tu veux faire de l'État, ils vous diront pas va aider Total, ils vous diront fais-moi des services publics et fais-moi de la protection sociale. Et donc là, pour le coup, moi je n'ai pas travaillé là-dessus, mais il y a pas mal de travaux de politistes qui montrent que ça n'est pas c'est pas des chantres de la, enfin, c'est pas des champions de la démocratie en règle générale. Et je pense qu'on peut essayer de comprendre la logique de ce gouvernement dans cette philosophie-là, c'est-à-dire que on nous dit il faut du consensus, il faut pas trop de conflits, mais en fait derrière consensus il n'y a pas de délibération, hein, il y a juste imposer une vision très monolithique des choses. Moi j'ai trouvé que c'était génial la Convention citoyenne. Voilà. Le problème c'est ce qu'on en a fait. Mais en fait, si on faisait une Convention citoyenne pour quelques gros sujets, pas simplement climatiques, mais pour quelques gros sujets, en fait, on arriverait probablement à des mesures merveilleuses. Parce que la délibération, une fois que vous mettez des gens autour de la table, que vous les éduquez et que vous les faites s'entendre, enfin se parler, bah, ça fonctionne. Oui. L'acceptabilité. Parce qu'on a eu une conférence sur les éoliennes, des débats, parce qu'il y a des projets qui aussi avec le débat public. Voilà. Et expliquer sur ce temps à quel point il y a des... C'est-à-dire que est-ce qu'une convention citoyenne, ça va convaincre les gens sur la table, parce que oui, vous travaillez, mais après, est-ce que ça va, comment on convainc l'ensemble Oui, vous touchez à autre chose. En fait, donc, juste pour finir sur la Convention citoyenne, je pense, parce que vous êtes d'accord avec moi, que le problème, ce n'était pas la Convention, c'est ce qu'on en a fait. Et ça a même été vraiment délétère parce que ça nourrit un sentiment de toute façon, ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à rien. On peut dire n'importe quoi. C'est une énorme frustration. Mais pardon. Mais ça a été adopté. D'accord. Oui, oui, ok. Bon, mais enfin juste, il y a un livre de Mathilde Viau qui est sur un sujet connexe, mais qui a été parlementaire, enfin assistante parlementaire, et qui dit à un moment, enfin dans ses propositions, elle dit il faudrait des conventions citoyennes sur des grands sujets. Mais après, on les appuie. Sur l'acceptabilité, l'acceptabilité, c'est un des éléments fondamentaux de la démocratie. En fait, ça n'est pas juste, ça ne se pose pas juste parce qu'il y a une crise climatique. N'importe quelle décision dans un système démocratique, il faut qu'elle soit acceptable
Et même quand vous avez perdu, même quand votre candidat a perdu, si le processus électoral était légitime, si vous pensez qu'on vous a écouté et que vous êtes représenté, même si ça n'est pas votre candidat qui a gagné, mais vous pensez que vous avez pu dire votre mot, alors normalement on accepte. C'est comme ça que ça marche. Donc il faut travailler cette notion d'acceptabilité. Ça n'est pas simplement pour la crise climatique, c'est que j'étais à une conférence là, ce week-end et un jeune m'a dit, mais finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas un bon vieux régime autoritaire? Et en fait, on a cette dérive-là, on a cette tentation-là en ce moment de se dire, il faut imposer parce que les gens n'accepteront pas. Mais c'est tout le contraire. Il faut expliquer. Et en plus, les jeunes générations sont plutôt admirables là-dessus. Enfin, pas tous, mais je veux dire, ils ont une capacité de délibérer, de se mobiliser. Mais probablement, en revanche, ils n'ont pas du tout l'impression d'être écoutés. Donc ça ne peut pas, on ne peut pas avoir une acceptabilité si on n'a pas l'impression d'être écouté. Écouter, c'est pas forcément faire une appli ou un numéro de téléphone. Ça va un peu au-delà. Oui. Michel. Bonsoir. Moi, je suis toujours un peu gêné par le terme de distribution et quand vous avez parlé effectivement de ces gens qui sont dans des situations très difficiles qui votent parce que effectivement jusqu'à présent, on a essentiellement privilégié le consommateur. Les consommateurs, il y a cette chaise son t-shirt en Chine moins cher, donc c'est très bien. Sauf que son frère va lui-même est mis au chômage parce que son entreprise perd. Alors, je sais que c'est très basique ce que je vais dire, mais le problème qu'il y a, je pense que c'est moins un problème d'inégalité, même s'il y a un problème que de dignité et de faire en sorte que chacun puisse effectivement avoir ce parcours de vie. Je ne suis pas pour le revenu universel, mais que chacun puisse avoir ce parcours de vie digne où on serait équilibré entre le consommateur, le producteur et les autres parties du citoyen. Et je crois que c'est ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, la phrase de Macron, qui moyen des associations qui travaillent avec des gens en difficulté, ça coûte un pognon de dingue. Je ne le lis pas comme ça, comme méprisant, mais je le lis. Si on faisait des choses bien et si les services publics étaient de qualité, on aurait besoin de beaucoup moins de redistribution et de beaucoup moins de subventions pour les gens qui sont en difficulté, pour les territoires ruraux, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point que vous avez dit, c'est un peu un problème, je dirais, de portefeuille de l'économie française, des portefeuilles au sens de stratégie et des segments, qui serait, jusqu'à présent, on a développé, et dans la plupart des grands pays, de toute façon, développé l'automobile. Les plus grands pays ont tous des grands constructeurs automobiles. C'est-à-dire qu'on est allé sur l'automobile, les sidérurgies, sur des activités très carbonées, et on a peu de choses. Donc, effectivement, comme la loi ne peut pas introduire trop de discrimination dans les rapports avec les entreprises, et évidemment, ce qui va vers l'industrie verte est très faible. Donc, le sujet, c'est comment on arrive à repasser tout ça et repasser tout ça vers le vert. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, après, il y a le vrai débat, c'est est-ce qu'on fait des voitures électriques ou est-ce qu'on fait des transports en commun et des transports en commun accessibles à tous. Oui, merci. Alors, sur la qualité des services publics, moi, j'aimerais vous donner ma version des choses. On entend souvent, effectivement, que ce que je vous ai dit tout à l'heure, le niveau de dépenses pour les services publics n'a pas augmenté, mais n'a pas baissé en pourcentage du PIB. Et pourtant, on a tous et toutes une expérience de dégradation des services publics. Personne ne peut le nier. Si vous avez des enfants à l'école, si vous êtes allé faire un tour à l'hôpital, vous avez probablement pu observer une nette dégradation des services publics. Moi, j'ai deux explications à ça qui me convainquent beaucoup plus qu'on fait n'importe quoi avec l'argent public. La première, c'est que les besoins ont augmenté. Et donc, vous avez les mêmes dépenses en pourcentage du PIB, mais par exemple, vous avez des progrès en médecine qui font que, en fait, les frais sont plus chers. Et ça, c'est plutôt heureux. On sauve plus de gens de cancer, de maladies longues, mais donc ça coûte plus cher. On a amené plus de gens au bac et à l'université, et donc
ben, ça coûte plus cher de les éduquer à l'université que au lycée. Donc, en fait, les besoins ont augmenté. Et moi qui enseigne, enfin, je suis fonctionnaire CNRS Dauphine, je peux vous dire que vraiment, il y a un problème d'argent dans l'université, en L1, L2, L3. Après, vous arrivez en Master 1, Master 2, c'est formidable. J'ai plus que 7 étudiants en face de moi. Ils sont tous excellents parce qu'ils ont réussi à arriver jusque-là. Et ils ont vraiment un service de qualité. Mais alors, de L1 à L3, c'est honteux quoi, pour la France. Ça, c'est le premier. C'est un problème de besoin. Mais la deuxième explication qui me convainc bien davantage sur les services publics, c'est qu'en fait, on a décidé de privatiser une grande partie des services publics, mais on donne toujours de l'argent public à ce système privé. Donc, on ne peut pas soulager les finances publiques. Est-ce que si vous avez été opéré moi j'ai été opéré d'une cheville parce que je me suis cassé la cheville, j'ai été amené dans une clinique privée. C'est les cliniques privées qui font ça maintenant. Si vous avez fait la cataracte, que des cliniques privées. Tout ce qui est programmable et facile, c'est des cliniques privées. Ils vous font du dépassement, c'est vous qui le payez, donc ça coûte plus cher en fait pour nous. En revanche, ça coûte le même prix que vous le fassiez, enfin, pardon, la sécurité sociale vous rembourse la même chose que vous le fassiez dans le public ou dans le privé. Mais c'est le privé qui s'empoche. Et en fait, pour l'école, c'est la même chose. Il y a de moins en moins de mixité dans l'école publique, mais l'école privée reçoit énormément d'argent. Un gamin en CE2 dans une école privée coûte le même prix qu'un gamin de CE2 dans l'école publique. Donc, en réalité, en fait, ce que ça veut dire, c'est que on n'a pas soulagé les dépenses publiques. Donc, on comprend pourquoi on dépense autant, mais je ne crois pas que ce soit l'argent public qui est mal dépensé dans le service public. C'est surtout qu'on sponsorise du service privé qui fait des choses un peu plus faciles que. En fait, on a laissé les tâches les plus dures au service public. Et d'où cette notion enfin cette perception de dégradation à l'hôpital qui est là pour le coup. Moi, j'ai des parents assez âgés en province, bah, ils viennent ici pour se faire soigner parce qu'il n'y a plus de médecins généralistes. Donc, aller à l'hôpital, enfin, pardon, parce que les médecins généralistes, pardon, ça n'a rien à voir, c'est pas du public. Mais quand ils vont dans le public, on leur dit non, venez surtout pas là, allez à Paris, là vous serez mieux soignés. Donc voilà, du coup, j'ai un peu de mal avec l'argent public est mal dépensé dans les services publics. Je pense qu'il y a d'autres explications. Sur oui sur la distribution enfin donc juste un point rapidement sur la distribution. D'abord il y a je pense vous le savez probablement tous et toutes, mais il faut quand même répéter que quand vous êtes dans les 20% les plus pauvres, vous êtes déjà je vais vous reparler que de carbone, mais vous êtes déjà aux objectifs carbone qu'on s'est fixés. En fait, vous êtes à peu près à 2 tonnes d'émissions carbone par an. Pourquoi? Parce que vous avez beau avoir une voiture, c'est à peu près tout ce que vous faites. Vous avez un frigo, une télé, comme tout le monde, mais vous ne prenez jamais l'avion. Vous ne faites pas vous n'avez pas une résidence secondaire. Vous partez très peu ou pas du tout en vacances, en fait, hein, quand vous êtes dans les 20% les plus pauvres. Donc, il faut casser je crois, cette idée préconçue que les pauvres sont des gens qui consomment du chinois et des choses comme ça. Non, non, eux, ils sont déjà à 2 tonnes. C'est les riches qui sont problématiques. Enfin, les riches au-dessus de 20% et les très riches sont encore plus problématiques. Oui, oui, oui. Moi, j'ai calculé, je suis largement à 10 tonnes. Bon, d'autres. Oui, vous aviez une question, pardon. Soit sur le marché de fonctionnement, service public,
je pense que les notions de contrôle a posteriori, avec la diminution l'absence souvent de contrepartie, c'est assez facile à donner pour comprendre. Ce n'est pas qu'il y ait des contreparties qui sont fixées par l'État. Et des exigences de résultats, je rejoins un peu ce que ça me semble assez occulté, on en parle très très peu. Oui, bien sûr. Je vais répondre très rapidement sur la Caisse des dépôts parce que c'est pas une institution que je connais bien. Ce que je comprends moi de la Caisse des dépôts, c'est que c'est la banque de l'État, mais ça n'a rien à voir avec la Banque de France. C'est qu'en fait, elle gère nos pensions, nos retraites. En fait, elle gère une grande partie des cotisations. Enfin, les cotisations sociales, comme on est dans un système où les jeunes payent pour les vieux, elle passe pas beaucoup par. Finalement, ça fait pas beaucoup d'épargne, mais il y a quand même une partie d'épargne. Et tous les impôts, toutes les taxes qui peuvent à un moment constituer une forme de patrimoine, mais qui vont derrière être réutilisées, en gros, c'est l'argent de l'État, elle le gère. Elle gère l'argent de l'État, la Caisse des dépôts. Mais elle fait des choses beaucoup plus compliquées, je pense. Sur les retraites, vraiment, je crois qu'elle a un je pense qu'elle place pas mal l'argent des retraites, en fait. Même si on n'a pas un système privé du tout et que, je vous dis, c'est les cotisations qui payent directement les retraites, il me semble qu'il y a une direction retraite qui doit quand même gérer pas mal de milliards de nos retraites. Mais ça n'a rien à voir avec la Banque de France qui, elle, alors je vous ai dit qu'elle finance, mais c'est pas son rôle. Hein. La Banque de France, il se trouve qu'elle fait ça. Mais la Banque de France, son rôle, c'est juste de s'assurer que l'inflation est à 2%. C'est raté en ce moment. Mais son rôle, c'est vraiment de faire du 2%. Donc, son rôle, c'est d'émettre de l'argent pour qu'il y en ait suffisamment pour faire fonctionner l'économie, mais pas qu'il y en ait trop pour pas qu'il y ait trop d'inflation. Alors, sur les contrôles a posteriori, je ne peux être que d'accord avec vous et les contreparties. C'est moi ce que j'appelle plutôt la conditionnalité, en fait, peut-être. C'est ça, c'est se dire, si on aide des entreprises, certes, mais alors on veut voir les résultats, quoi, de la même façon qu'on a essayé de mettre en place des critères d'évaluation dans l'hôpital et les services publics. Pourquoi on n'en parle pas? C'est ça plutôt la question, en fait. Pourquoi on ne fait pas ça? Je pense qu'il y a plusieurs réponses. La première, il faut vraiment. Je crois que philosophiquement, il y a quand même pas mal de gens dans l'État qui pensent que le marché fait bien et qu'en fait, les entreprises aident les entreprises t'aideront. Et que cette philosophie de on est là pour servir le marché, pas le marché financier, hein, mais les entreprises en général, elle s'est bien installée parce qu'on était en concurrence, en fait. C'est vraiment, c'est la mondialisation qui a forcé les choses, qui nous a tous forcés à nous adapter à un système concurrentiel. On s'est dit, eh bien, en fait, si on veut moins de chômage, enfin, en tout cas, si on ne veut pas être enseveli par la mondialisation, il va falloir être compétitif. Et donc, on a cru aux forces du marché, en fait. Enfin, moi, j'en suis assez convaincue parce que quand j'ai affaire à des hauts fonctionnaires à Bercy ou à la Banque de France, enfin, les entreprises ne peuvent pas se tromper. Les entreprises ne peuvent pas se tromper. On remet rarement en question une entreprise et elle fait. Enfin, mais ça, c'est anecdotique. Mais voilà, on fera plus facilement. On pensera plus facilement à la fraude sociale qu'à la fraude fiscale, alors que ça n'a rien à voir. Enfin, les montants, je veux dire, la fraude fiscale, c'est beaucoup plus important que la fraude sociale. Et la fraude sociale, elle est faite à 80% par les patrons. Donc, je pense qu'il y a vraiment, il y a de ça. Et puis après, l'autre raison un peu plus documentée, c'est la force du lobby. C'est qu'en fait, pour le coup, les entreprises ont l'argent de financer des opérations qui permettent d'influencer les politiques. Et ça s'est énormément développé. Donc,
Aux grandes entreprises de commerce où il n'y avait pas de recherche. Si je peux intervenir un tout petit peu, parce que ce questionnement-là me fait penser à quelqu'un qui est intervenu il y a quelques années dans notre cercle, qui est James Galbraith, qui avait, nous avait donné le plaisir de venir discuter après l'apparition de son livre L'État prédateur. Oui. Et j'établis une petite correspondance parce que il avait défendu l'idée que aux États-Unis, la droite, et on l'a vu avec Trump et quelques autres, en fait, avait abandonné l'idée que le marché était régulateur et que c'était la gauche qui l'avait adopté aux États-Unis. Donc c'était la gauche américaine qui défendait le bon libre-échange et l'idée du marché. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe en Europe et en France, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a un petit peu de vrai, c'est-à-dire qu'une partie de la gauche a admis qu'il fallait gérer le marché et que, après tout, l'État devait servir à cela. Mais James Galbraith avait dit quelque chose de plus fort encore, c'est que l'Amérique était arrivée dans une période où ce n'est plus le marché, mais ce sont des grandes entreprises, des gros lobbies, je venais d'en parler, c'est pour ça que je me permets d'intervenir, des lobbies extraordinaires qui gèrent en quelque sorte le fonctionnement de l'État, directement ou indirectement, et qui sont devenus des prédateurs. C'est-à-dire que l'argent public, parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent public et il y a un trésor très fort aux États-Unis, sert à faire fonctionner cette économie de très grandes entreprises au nom des lobbies qui, on peut le voir sur l'industrie pharmaceutique, sur l'industrie automobile. Oui, sur plein d'autres, hein, sur les GAFA, etc. Et non seulement l'argent public, mais même les législations sont faites en faveur de ces entreprises. C'est-à-dire que l'activité qui devrait être citoyenne sert d'abord et souvent sous l'influence de ces... Donc je ne suis pas sûr qu'on en soit là, fort heureusement, mais il y a une tendance aussi, et c'était pour réagir à votre intervention. Donc, excusez-moi, j'ai fait une intervention. Non, non, Deux petits exemples quand même. Le maintien du glyphosate pendant 10 ans au niveau européen, le fait que les Allemands pourront perdre des facteurs thermiques après 2035 pour prétexte que le carburant qui à l'époque serait moins carboné. Et je pourrais multiplier les exemples. Tiens, il y a encore aussi, je crois, sur un autre herbicide en France, etc. Enfin bon, à Bruxelles, il y a 40 000 conteneurs et 40 000 lobbyistes. et le commissaire européen néerlandais, c'est ça Non, le néerlandais qui a travaillé pour Shell. Shell, je crois. Oui, ça, il y a vraiment beaucoup de travaux qui ont été, qui ont documenté la capture politique par les entreprises. Alors non, non, que vous fassiez référence à James Galbraith, Galbraith, c'est pas honteux, hein, au contraire. Non, non, mais pas du tout. Non, non, je suis ravie. On invite des gens bien. Oui, ouais, j'ai l'impression. Ouais. Et aux États-Unis, ça a été vraiment très documenté depuis les années, je dirais, au tout début des années 90. Ils ont commencé à comprendre ça beaucoup, beaucoup mieux que nous, en fait. Plus vite, oui. Ouais, plus vite que nous. Ouais. Si juste, Vas-y. je pense que ce qui est important aussi, cet argent que l'État connu de façon fonctionnée, faire des entreprises, pas dans ce c'est d'autant plus problématique que l'État va avoir besoin probablement de beaucoup d'argent. Ni les investissements qui seront nécessaires. Il y a quelques investissements totaux. Il y en a qui sont à long terme,
ne sont pas rentables du tout. Ça veut dire que la troisième catégorie, exclusivement, la deuxième catégorie, c'est pas le marché. Ça veut dire que c'est d'autant plus important, effectivement, qu'on trouve une capacité de financement public importante que dans l'essentiel de cette condition publique, sauf pour C'est bon. réglé. Et encore, ça supposera beaucoup de contrôle. Et fréquemment, des niveaux de pension. Ça veut dire que le capital privé seul n'est pas à même de réussir la. Donc, dans ces conditions, elle est d'autant plus. Ce sujet que vous mettez en apparaît aujourd'hui extrêmement. Et demain, oui, non, bah, merci de mettre ça en évidence. Ça m'amène à peut-être un point important de finances publiques. En fait, on nous dit donc les dépenses publiques vont nécessairement augmenter. Au moins, elles ne vont pas baisser. Mais elles vont nécessairement augmenter pour deux raisons. La première que vous venez de décrire, qui est que c'est le rôle de l'État de se substituer au marché quand il n'y a pas de rentabilité, en fait, ou en tout cas, c'est d'aider à faire de l'innovation quand cette innovation est trop incertaine, pour que vous ayez des investisseurs privés qui ont envie de mettre de l'argent. Donc ça, c'est du côté de l'innovation. Et à innovation, il faut mettre transport public, parce que ça n'est pas que de l'innovation, c'est aussi faire plus de TGV. Tout simplement mettre beaucoup plus de TGV, donner de l'argent aux ménages, les aider à faire leur isolation thermique. Tout ça, ça va coûter beaucoup d'argent. Pisani-Ferry et Mahfouz disent 2% du PIB. Ça me paraît vraiment pas beaucoup. Voilà, mais disons qu'on les croit. Si on est vraiment à la fin du monde pour 2% du PIB, c'est qu'on est vraiment misérable. Mais voilà. Ça, ce sont les dépenses. Mais il y a d'autres dépenses qui sont importantes, c'est la protection. C'est qu'en fait, là, on a eu le Covid, mais on va avoir d'autres événements extrêmes. Vous voyez ce qui s'est passé à New York il y a 2 jours. Il y a 3 mois, ils étaient dans le rouge. Enfin, on va avoir en permanence des événements extrêmes. Et donc, les finances publiques vont être très sous pression. Donc, on a les dépenses. Et comment est-ce qu'on finance les dépenses? Comment est-ce qu'on... soit on lève les impôts. Si on ne lève pas assez d'impôts, on fait de la dette. On s'endette. Du côté des dépenses publiques, et on peut aussi baisser d'autres dépenses publiques. Sauf que là, il y a des gens qui vont vous dire, eh ben, ça veut dire qu'on ne va plus avoir d'hôpitaux, on peut avoir un scénario très pessimiste en se disant on n'aura plus de services publics, ou alors parler d'acceptabilité. En fait, les gens vont quand même dans la rue quand il y a ce genre de choses, donc on va avoir du mal à baisser les autres dépenses publiques. Et c'est eux, alors moi je ne veux pas qu'on les baisse. Mais on nous dit qu'on ne va pas augmenter les impôts, qu'on a un problème d'acceptabilité. Peut-être que si c'était les impôts sur le haut patrimoine, les hauts revenus, ce serait plus acceptable, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'agenda. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que eh bien, la dette publique va augmenter considérablement. Considérablement. Je pense qu'on est à 150% du PIB avant 2030. Mais c'est pas grave, parce que tout le monde va le faire. Ça n'est pas grave tant qu'on est capable de dire cet argent est bien investi. Cet argent nous permet d'éviter la catastrophe et vraiment, là, pour le coup, la baisse des rendements dans 30 ans. Si on n'est pas capable de montrer ça, ça peut être un problème d'avoir de la dette publique qui augmente. Mais une dette publique, et il le dit d'ailleurs, hein, Pisani-Ferry, une dette publique qui augmente, lui, je crois qu'il donne 10 points de... Je me souviens plus, je crois qu'il donne 10 points de PIB dans assez peu de temps. Mais on sera probablement, je vous dis, à 150 avant 2030. Et tout le monde va faire ça.
Oui, alors peut-être, moi, ce que je vois des grands postes des services publics, je crois que ce que vous appelez, enfin, pour moi, c'est le fonctionnement de l'État, et donc c'est ce fameux poste services généraux. Et services généraux, ça n'a pas arrêté de baisser. C'est vraiment le poste qui a le plus souffert depuis 20 ans. Donc parfois, mais peut-être que c'est pas ça, mais je pense que vraiment les services généraux, c'est-à-dire vraiment le fonctionnement de l'État, les fonctionnaires des collectivités locales, etc. Euh, donc on peut très bien avoir une perception qui est un petit peu fausse par rapport aux données, simplement pour des raisons, par exemple, les collectivités locales sont beaucoup plus nombreuses, mais en fait, vous n'avez plus personne en haut, et donc en fait, le fonctionnement est complètement nul parce qu'il n'y a pas de coordination, par exemple. Ça c'est mal organisé, mais pendant ce temps-là, on a probablement fait des économies. Je crois qu'en effet, on a fait des économies dans plein de secteurs. C'est-à-dire qu'une une partie de l'administration qui était autrefois service public, par exemple sur les ponts, les mines, l'eau, etc., sont beaucoup moins bien dotés qu'autrefois. Bon, voilà, en personnel notamment, il n'y a plus de contrôle. Dans le domaine agroalimentaire que je connais, les contrôles sont devenus beaucoup plus faibles. Alors, heureusement que les entreprises, pour des raisons, je dirais, de commerce, font attention à ce qu'elles vendent. Mais comment? Oui, non, non, mais de manière générale, je crois que c'est vrai. Donc là, il y a une baisse du service public de cette façon-là. Donc le millefeuille est ce qui apparaît. C'est-à-dire c'est le nombre de niveaux auxquels il faut aller pour obtenir une réponse. Mais il n'y a pas forcément plus de services. Innovant sur laquelle elle a c'est pas tout ça. Donc, il y a vraiment un manque d'évaluation des politiques. Il n'y a pas de fait. Il y a la il y a la coordination, il y a l'efficacité. Il n'est pas trouvé dans de nombreux cas. Il n'y a pas de cette économie, il y a certainement pas de Pourtant, on a la Cour des comptes, on a l'IGF. Voilà, mais c'est pour ça. Oui, mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a des rapports, il y en a plein des rapports. En fait, c'est très bien évalué. Non, mais, oui, mais donc ça n'est pas un problème d'évaluation, c'est un problème de qu'est-ce qu'on fait de ces évaluations. Mais en fait, si vous voulez des réponses, vous les avez, il y a des millions de rapports, on a une super administration en France. Je voulais vous poser une question, excusez-moi si je suis intervenu là encore une fois. C'est sûr, vous dites on ne peut pas augmenter les impôts. Certes, mais vous avez parlé quand même de quelques entreprises qui bénéficient d'aides et qui, malgré tout, ne payent pas forcément les impôts qu'elles pourraient. Vous avez parlé de Total, enfin du secteur de l'énergie, on pourrait parler de plein d'autres secteurs. Mais il me semble qu'on vit dans une économie où pas mal d'entreprises sont en quelque sorte rentières. C'est vrai notamment des GAFA et de plein d'autres entreprises dans le domaine du savoir, des données, etc. Or, je sais que c'est des entreprises internationales, mais je ne sais pas si il n'y a pas une réflexion à mener de ce côté-là, à savoir comment imposer ces entreprises qui certes sont multinationales. Je sais que les États-Unis se sont posé quelquefois cette question de récupérer, parce qu'ils aiment bien récupérer des impôts. Le Trésor américain ne supporte pas que ne puisse pas imposer d'ailleurs partout. Mais est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à conduire de ce côté-là, c'est-à-dire pas simplement sur un manque à gagner en termes d'exonération, mais un manque à gagner en termes d'impôts pas payés du tout, c'est-à-dire même pas recherchés. Et ça, c'est vrai en France, c'est vrai en Europe, c'est vrai dans la plupart des grands pays. C'est peut-être c'est une question que je vous pose parce que j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup avancé sur ce sujet. Ouais, je vous trouve dur parce que sur l'évitement fiscal, il y a vraiment depuis 2010
en gros, c'est quelque chose qui a été découvert en 2010, alors que ce n'était pas du tout nouveau, mais suite à la crise américaine, les États se sont retrouvés très contraints fiscalement, et il y a eu un G20 à Los Cabos, il me semble, en 2010, qui a dit l'évitement fiscal et l'évasion fiscale, c'est notre priorité. Et en fait, l'OCDE s'y est collé avec ce qu'on appelle le BEPS, Basis Erosion Profit Shifting, voilà. Donc, essayer de lutter contre le profit shifting, le déplacement de profit artificiel. Et là, pour le coup, je ne sais pas s'il aura le temps de venir, mais Zucman est à Paris. Gabriel Zucman, c'est l'économiste spécialiste de ça. On a réussi à le faire revenir à Paris parce qu'il était français, mais il était aux États-Unis. Et il a énormément contribué à ça. L'OCDE a énormément contribué. On est arrivé finalement à plusieurs directives, dont une qui est de mettre en place un impôt minimum. C'est-à-dire qu'on devrait avoir un taux de 15%, un impôt sur les multinationales. Donc, on a énormément avancé, hein, franchement. Est-ce qu'il est effectif actuellement? Le problème, c'est la mise en œuvre politique, et notamment un ministre des Affaires, enfin des Finances français, qui est allé au G20 pour expliquer que il expliquait devant les caméras françaises que vraiment il avait été hyper actif, et devant les autres caméras, enfin non, pardon, dans les salles, il disait non mais 15% c'est trop. Non, en fait, lui, Biden voulait 25, et lui, il voulait pas 25, il voulait 15, et donc il a poussé pour qu'il y ait 15. Donc, vous avez un problème de volonté politique. Oui, c'est pour ça que je parlais des États-Unis et de la France. Oui, bah, C'est-à-dire que les États-Unis sont beaucoup plus actifs. Ah oui, ils ont été hyper actifs. Après, ils sont aussi énormément soumis au lobbying. Donc vous avez, c'est pas les mêmes États-Unis, quoi. Vous avez une administration, la Biden, qui est très 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 engagée là-dessus, mais les plus gros GAFA, enfin les plus grandes multinationales sont aussi américaines. C'est un jeu. Une dernière question peut-être, Denis. J'ai entendu dire que vous aurez 75 milliards. Si c'est pas grave, j'ai peut-être énormément. Comment est-ce que si on avait le front pour générer de la et en euros, donc accepterait qu'on ait une aide colossale. Ben, non, mais vous avez raison. On se met en fait, on a suspendu les règles de Maastricht en 2020 au moment du Covid, et on a dit finalement c'est plus un problème d'avoir de la dette et du déficit. Et là, on est en train de les remettre on est en train de les remettre parce que vous avez l'Europe du Nord qui est plus attachée à cette question de la dette que la France et l'Europe du Sud. Donc il y a une vraie il y a un vrai enjeu politique là. Mais il est plus politique qu'économique, encore une fois. C'est-à-dire que la raison pour laquelle l'Europe du Nord est plus attachée, c'est que finalement, en Europe du Nord, c'est les Allemands. Les Allemands, l'euro, c'est le Deutschmark, pas le franc. On a tous adopté le Deutschmark, en fait. Et donc, ils tiennent énormément à la stabilité de leur monnaie. Et donc, ils mettent beaucoup de pression sur cette question fiscale. On ne s'en débarrassera pas, on ne pourra pas faire autrement. Donc là, c'est effectivement, vous avez tout à fait raison. Quand je vous dis c'est pas un problème, en fait, c'est pas un problème sur les marchés financiers, mais c'est ce qu'on essaye de raconter un petit peu avec dans un article avec le sociologue Benjamin Lemoine, c'est qu'il y a des injonctions contradictoires. Et en fait, quand le ministre des Finances dit c'est vrai, c'est mal la dette,
c'est complètement hypocrite parce que c'est lui qui l'a fait augmenter la dette publique en n'augmentant pas les impôts et en stabilisant les dépenses. Donc il est complètement conscient de ce qu'il fait, mais en fait il envoie un message à ses partenaires allemands en disant non, non, mais je sais que c'est mal. Schuld, c'est la dette et la faute en allemand. Voilà, donc vous avez raison, il y a un enjeu politique là-dessus, avec lequel on n'arrive tout à fait à se combiner. Vous voyez? D'autres questions? Non, on va peut-être arrêter. Alors, d'abord, je voudrais remercier Merci Delattre. beaucoup. Nous vous réinviterons peut-être une autre fois. Si Ah vous ben, voulez. oui, non, je suis ravie.